Mesdames, Messieurs, chers Arcéiens, chères Arcéiennes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Webinar Arceg, le MAG, le rendez-vous trimestriel que vous propose l'Arceg pour faire le tour de l'actualité de notre profession. Ce soir, notre session sera largement consacrée, encore une fois, et j'allais dire évidemment, à la crise sanitaire et à ses conséquences, exactement un an, jour pour jour, après le début du premier confinement. Et oui, c'était le 16 mars 2020, rendez-vous compte. Mais plutôt que de parler aménagement ou protocole sanitaire, nous avons choisi de nous intéresser ce soir à l'état de santé physique et psychologique des salariés français, après donc tout juste un an de perturbation des modes de vie et du travail dû à la pandémie que nous traversons. Un sujet crucial dans la perspective du retour au bureau qui, espérons-le, arrivera un jour et possiblement en tentant autour de la rentrée de septembre, sauf imprévu, et Dieu sait qu'il peut y en avoir. D'ailleurs, on aura peut-être une première information dès ce soir. Alors, nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir une avocate, maître Héloïse Hérault, qui viendra nous parler responsabilité du chef d'entreprise en matière de santé et de sécurité du télétravailleur. Seront également avec nous Philippe Petzer, responsable des services généraux d'Amétis Santé en France, Marjorie Dumont-Crisolago, dirigeante du cabinet Préventec, membre associé de l'Arceg, Christophe Nguyen, dirigeant du cabinet Empreinte Humaine, qui a réalisé avec Opinionway une série d'enquêtes dont il partagera les principaux résultats avec nous, et Karine Durand, médecin du travail coordinateur chez Horizon Santé Travail. Sans oublier Mario Fernandez, qui viendra nous présenter les ouvrages les plus intéressants parus récemment portant sur le sujet du jour. Mais pour démarrer, et comme nous en avons pris l'habitude, accueillons notre rédactrice en chef préférée de Workplace Magazine. Il n'y en a qu'une, me direz-vous, certes, mais c'est quand même notre préférée, Julie Doen. Bonsoir Julie. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Alors Julie, nous en avons pris l'habitude maintenant. C'est à toi que va revenir le redoutable honneur de lancer notre session avec ton édito. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que tu vas nous parler santé au travail. Et oui, forcément, le sujet du jour, la santé au travail ou plutôt en télétravail, puisque c'est d'actualité. Et il y a malheureusement beaucoup de choses à dire. Montée de l'angoisse chez les salariés, mal-être physique et mental, isolement social. On est clairement sur un terrain glissant. Quelques chiffres pour illustrer et mesurer ce mal-être. À la sortie du deuxième confinement, en novembre dernier donc, le pourcentage de personnes disant ressentir un état anxieux ou dépressif est passé de 29 à 34% en un mois. Et selon un sondage plus récent datant de janvier dernier, 44% des actifs ayant travaillé à distance, au moins en partie, affirment se sentir isolés, tandis que 36% se sentent plus stressés et 31% davantage angoissés. Des chiffres, là encore, en nette augmentation par rapport à novembre dernier. Alors, on le voit bien dans ce monde de relations désormais virtuelles. On a encore le constat ce soir, Lionel. Les conséquences peuvent être lourdes sur la charge mentale de certains. Il faut dire que la multiplication des visios et des calls ne cesse de densifier la journée de travail, disons-le, parfois jusqu'à saturation. Certains se surprennent alors à repenser avec nostalgie à ce collègue qui passe une tête par la porte du bureau pour vous saluer le matin, à cette connaissance que l'on croise régulièrement dans les couloirs en se dirigeant vers l'imprimante, voire même à ce manager qui vous sollicite inopinément au détour d'un café. Mais c'est vrai ce que tu dis, Julie, parce que les études montrent que ce sont les échanges informels, les aspects informels du travail qui manquent le plus dans le travail à distance. Alors, si ça se dégrade dans la tête, est-ce que ça se passe mieux du côté du corps ? Alors, malheureusement, Lionel, côté santé physique, le constat n'est guère plus réjouissant. On apprenait il y a peu que parmi ceux qui ne disposent pas de bureau à domicile, 12% admettaient travailler depuis leur canapé, 4% depuis leur lit et, plus surprenant, 4% par terre. Alors, conséquence, forcément, oui.
la pratique. Hein. Oui. Et surtout, conséquence des douleurs physiques qui augmentent, hein, fatigue oculaire, mal de dos, forcément, maux de tête et j'en passe. Plus ou moins bien tolérée au début de la crise, cette absence d'ergonomie est aujourd'hui de plus en plus mal vécue et donne le sentiment pour beaucoup que leur entreprise ne les a pas aidés à créer de bonnes conditions de travail à domicile. Et attention, un tiers des salariés pensent même que leur employeur ne se soucie pas de leur santé mentale, faisant passer la productivité, le gain d'argent et les bénéfices avant leur bien-être. Voilà, ambiance. Alors, allons-nous vers une troisième vague psychologique, comme certains commencent à l'évoquer. Une chose est sûre, 1 an, jour pour jour, comme tu le disais, après le premier confinement, le moral général est en berne. Alors, à qui la faute? Le Covid, indéniablement. Le confinement et l'isolement, sûrement. Mais pour trouver des réponses, il va également falloir se tourner vers d'autres facteurs comme le management et la responsabilité de l'entreprise concernant la santé des collaborateurs, aussi bien au bureau qu'en télétravail. Avec une notion en tête, la prévention du risque psychosocial, vigilance sur la charge de travail et les temps de travail, montée en compétence des managers non préparés au management à distance, moments de respiration et de convivialité nécessaires à l'équilibre des collaborateurs dans la journée. Ces quelques pistes ne soigneront sûrement pas tous les maux, mais pourront au moins permettre d'en apaiser certains. Et je laisse surtout maintenant le soin à tes invités, Lionel, de nous partager leurs propres pistes de réflexion et bonnes pratiques en la matière. Je crois qu'on en a tous bien besoin. Merci beaucoup, Julie, pour cet édito très complet et qui pose bien les termes du débat qui va nous occuper. Alors, à très bientôt et nous te retrouvons bien entendu dans chaque numéro de l'excellent Workplace Magazine. Merci à toute l'équipe. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer tous. À bientôt, Julie. Merci, au revoir. Alors, si travailler depuis son canapé, voire son lit, peut avoir un certain charme, il faut bien convenir que la situation que nous vivons depuis maintenant 1 année est tout à fait inédite de par sa durée et les perturbations engendrées sur nos habitudes de travail. Alors, ceci dit, et avec toutes les précautions d'usage, nous nous acheminons doucement, trop doucement, diront certains, vers la fin de l'épisode. Alors bon, avec ce qui se passe là et ce fameux vaccin AstraZeneca et les annonces possibles qu'on va avoir ce soir, ça risque d'aller encore plus doucement que prévu. Mais enfin, on espère en sortir. Et donc, nous trouvions que c'était malgré tout le bon moment pour nous interroger sur le retour au bureau dans ce contexte particulier en prenant en compte l'état de santé physique et psychologique dans lequel se trouve le corps social. Parce que c'est évidemment pas la même chose de revenir au bureau en septembre 2021, après 18 mois de confinement, déconfinement, reconfinement, etc., qu'en septembre 2020, où on se posait déjà cette question. D'où le titre de notre session, Télétravail, retour au bureau, la santé des salariés au cœur des enjeux. C'est parti pour notre table ronde. Et nous allons démarrer en fait tout de suite notre table ronde avec la rubrique questions de droit, au cours de laquelle je vais recevoir Maître Héloïse Hérault. C'est parti pour la question de droit. Et voilà, cher maître, chère Héloïse, bonjour. Comment allez-vous? Ah, on ne vous entend pas, Héloïse. Oui, bonjour Lionel, je vais bien, merci et vous? Très bien, merci. Il faut savoir prendre soin de nous, c'est le thème de cette session. Alors, je suis ravi de vous retrouver, Alice. Vous, Héloïse, vous êtes déjà intervenue lors de notre dernier numéro du MAG, mais c'était en vidéo, en interview, tout à fait. Pour certains qui s'en souviennent et qui participaient au numéro précédent. Donc, je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous en live aujourd'hui. Héloïse, dans la poursuite des propos que vous teniez dans l'interview que nous avons réalisée lors du dernier numéro, je voulais qu'on creuse ensemble le sujet crucial de la responsabilité du chef d'entreprise en matière de santé et de sécurité du télétravailleur. On sait que cette responsabilité relève d'une obligation de résultat. On l'a beaucoup abordé, on l'a beaucoup commenté au sein de l'ARSEG, parce que beaucoup de directeurs de l'environnement de travail portent des délégations de pouvoir sur ce sujet, délégations
réalisé par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Mais on l'a beaucoup abordé aussi sous l'angle du lieu de bureau traditionnel, beaucoup moins sous l'angle de la résidence personnelle comme lieu de travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de questionnements sur ce sujet-là. Alors, on va essayer, si vous le voulez bien, Loïc, de débroussailler un peu ce sujet épineux. Alors, première question, on est bien d'accord que la responsabilité et l'obligation de résultat de l'employeur en matière de santé et de sécurité du collaborateur s'étend à tous les lieux du travail, y compris la résidence personnelle. Oui, alors Lionel, effectivement, le débat est posé aujourd'hui parce que il y a une montée en puissance du télétravail, mais il faut d'abord poser le principe. Le télétravailleur est un salarié comme les autres. Alors, il a les mêmes droits que les autres salariés et de facto, l'employeur en est responsable au même titre qu'un salarié qui travaille dans les locaux. Donc, à partir du moment où le salarié va échapper, entre guillemets, à la surveillance visuelle de l'employeur, cela implique qu'il ne va pas pouvoir être libre dans son domicile et donc l'employeur va rester tenu responsable des actes du salarié. Donc, il y a effectivement une responsabilité qui va se déplacer au domicile du salarié, sous réserve bien entendu, et ça on en avait déjà parlé au webinaire précédent, que le salarié ait déclaré son domicile comme étant son lieu de télétravail auprès des assurances multirisques habitation. Ça, c'est essentiel. S'il ne l'a pas fait, la loi est quand même plus stricte pour le salarié, puisqu'il ne sera pas sur son lieu de travail, et donc la législation, et on pense notamment aux accidents du travail, à la protection dont ils peuvent bénéficier, ne s'étendra pas à son domicile. Donc c'est quand même le point d'entrée, c'est d'avoir déclaré ce domicile comme étant son lieu de travail. Oui, c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que je ne sais pas si toutes les entreprises ont bien informé les salariés de ce point-là. Du coup, autre question, comment est-ce que je m'assure que j'ai bien rempli mon obligation de résultat en matière de santé et de sécurité du collaborateur lorsqu'il travaille chez lui? Est-ce que je dois faire réaliser un audit de sécurité chez le télétravailleur? Est-ce que je dois lui faire signer une décharge de responsabilité? Voilà. Quelles actions je dois mettre en œuvre pour remplir cette obligation de résultat? Alors la décharge de responsabilité a été tentée par beaucoup d'entreprises. D'un point de vue pénal, elle n'est pas extraordinairement valable, mais on peut toujours la tenter. Ce qu'il faut faire et ce sur quoi il faut être extrêmement vigilant, c'est s'assurer que le domicile du salarié est en conformité au niveau des installations électriques et techniques. Cela signifie que soit vous demandez auprès des entreprises spécialisées un certificat de conformité, soit vous faites passer un technicien, et certaines entreprises le font, pour vérifier cette conformité. On ne fait pas ce qu'on appelle d'audit de sécurité parce que ça pourrait s'entendre sur une société qui emploie 2-3 salariés. Éventuellement, les 2-3 salariés sont en télétravail et on peut prendre le temps d'aller chez les gens, quoi qu'on a quand même cette barrière de la vie privée, vie professionnelle. Donc, on reste quand même sur un lieu où il y a normalement qu'un seul espace qui est dédié à cette vie professionnelle. Donc, l'audit de sécurité, non. Mais en revanche, une vérification des conformités des installations électriques, oui. Et Lionel, je rebondis sur quelque chose parce que c'est important. On est face à une obligation qui n'est on l'appelle encore obligation de sécurité de résultat parce que elle a cette force, mais on est davantage aujourd'hui sur une obligation de moyens renforcés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il faut qu'on démontre en tant qu'employeur qu'on a mis toutes les mesures nécessaires en œuvre pour pouvoir éviter qu'il y ait une difficulté. Si on démontre qu'on a mis en œuvre toutes ces difficultés et que le résultat n'est pas là, on sera alors exonéré de notre responsabilité en tant qu'employeur. C'est la différence avec l'obligation de résultat qui était quand même trop sévère à l'époque pour l'employeur et au sein de laquelle, en fait, peu importe les mesures que vous ayez mis en place, la responsabilité était engagée. Donc, on est effectivement sur une obligation de moyens renforcée. Après, la difficulté, c'est que quelles sont les mesures à mettre en place? On est quand même le 7e ou 8e pays européen à mettre le télétravail en place. Donc, on est clairement en retard. On a donc pas les réflexes, les atouts d'avant le Covid. On a à peu près 82% des entreprises qui se sont mis au télétravail, dont 60% d'entre elles avec la crise. Donc on est clairement sur 12 mois d'expérience, mais le recul est encore assez compliqué.
Moi, j'ai tendance à dire quand même que il faut faire extrêmement attention à ce que à minima, cette vérification de conformité des installations électriques et techniques soit faite. C'est pour moi la base et le minimum syndical, si je puis me parler comme ça. Alors, il y a des questions sur ce sujet. On voit que voilà, vous avez des questions. Si c'est pas réglementaire, est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce que l'employeur peut intervenir chez d'ailleurs, il faut que le salarié donne son consentement déjà pour faire passer quelqu'un. Et de deux, si c'est pas réglementaire, est-ce qu'il faut intervenir? Alors, une fois encore, c'est la barrière vie privée, vie professionnelle. L'employeur a totalement le droit d'intervenir, mais dans le lieu qui est attitré au travail, dans le domicile du salarié. La difficulté aujourd'hui, et vous le disiez en introduction, c'est que ce lieu et cette frontière n'est pas nécessairement possible dans un domicile qui n'est pas adapté. Et il y a beaucoup de salariés qui travaillent de leur canapé, de la cuisine, de la chambre des parents pour pas déranger les enfants. Et donc, la question, elle est très épineuse parce que tout dépend où vous avez mis votre ordinateur. Effectivement, si vous travaillez de votre chambre, il est probable que vous n'ayez pas forcément une appétence particulière à voir votre employeur débarquer dans votre chambre. Donc oui, il faut l'accord de l'employeur, pardon. Maintenant, si vous vous y opposez, ça décharge un peu l'employeur aussi de sa responsabilité puisque vous ne le mettez pas en capacité de faire face à ses responsabilités. Oui. Je vois aussi qu'on parle d'autodiagnostic. Est-ce qu'un salarié, un télétravailleur on peut lui demander de faire un autodiagnostic, soit de son installation, soit de son installation d'ailleurs aussi en termes d'équipement, tout court, ergonomique par exemple? Alors, ça revient un peu à la question de dire est-ce que je fais une décharge, hein? En réalité, le salarié n'est pas à même de vérifier l'ergonomie de son poste de travail, de vérifier l'installation électrique. Il y a quand même des spécialistes, les entreprises, le médecin du travail, les élus qui ont quand même, avec le document unique, beaucoup plus de recul. Donc, non, un salarié ne peut pas faire un autodiagnostic. Maintenant, s'il le fait et qu'il y a une difficulté, on peut peut-être s'interroger sur le partage de la responsabilité. La responsabilité ne va être éteinte ni d'un côté ni de l'autre, mais il y aura très certainement un débat sur le partage de la responsabilité. Donc, ça peut être intéressant de demander un autodiagnostic. À mon sens, il ne vaut pas grand-chose, mais si on n'a rien, ce sera toujours un commencement de début de quelque chose. Oui, alors Marjorie Dumont, qui interviendra juste après, nous dit qu'il peut être fait par des professionnels ingénieurs en sécurité, des ergonomes, etc. Effectivement, s'il est réalisé par des experts, c'est autre chose. Il y avait une autre question aussi sur est-ce que tous les actes du télétravailleur, du salarié qui travaille chez lui sont couverts par cette obligation de sécurité, sûreté du chef d'entreprise? Ou est-ce que comment on limite en vérité qu'on est bien sur les actes qui ont trait à l'activité professionnelle ou à l'activité personnelle en fait? Alors, en fait, on va parler en matière de législation d'accident du travail et de maladie professionnelle parce que c'est le cœur du débat de la responsabilité professionnelle de l'employeur, c'est tout ce qui est faute inexcusable, accident du travail. Dans la mesure où les salariés sont en télétravail et qu'ils ont les mêmes droits que les salariés qui ne sont pas en télétravail, le lieu de domicile va devenir le lieu de travail. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une présomption irréfragable de lieu de travail. Quoi que vous fassiez pendant ce temps de travail, ça va être reconnu comme étant un accident du travail. Donc la responsabilité de l'employeur dans la plage horaire du salarié, et ça c'est important, la plage horaire, on en parle en ce moment sur plein de sujets, il faut absolument encadrer les horaires du salarié en télétravail parce qu'il y a des burn-out absolument faramineux et des risques psychosociaux, vous allez en parler tout à l'heure, de salariés qui vont se faire déborder peut-être seuls par eux-mêmes ou un peu poussés par les employeurs. Donc, il faut encadrer cette plage horaire pour que la responsabilité de l'employeur soit limitée à l'intérieur de cette plage horaire. Mais tout ce qui sera limité à l'intérieur de cette plage horaire, un accident qui intervient sur le lieu de travail, et donc c'est un lieu de travail pendant le lieu de travail, sera automatiquement reconnu par la CPM comme étant un accident du travail. Oui. Ah oui. Dernière question, Héloïse. Où en est la jurisprudence sur ces sujets? Il y a déjà un peu des jurisprudences ou il va falloir attendre encore les premiers cas en vérité?
Alors, c'est toujours difficile parce que on n'a pas assez de recul. Alors, c'est surprenant de dire ça, mais d'un point de vue juridique, malheureusement, le droit met du temps à s'installer. On a quand même une jurisprudence très intéressante en avril 2020 sur Amazon. Hein, ça a fait quand même beaucoup de bruit, qui a été condamné pour ne pas avoir suffisamment anticipé les mesures du Covid et surtout ne pas avoir suffisamment parlé et discuté, impliqué les représentants du personnel. Donc, cette jurisprudence-là, elle a également été faite contre Renault et on a des fautes inexcusables qui sont en cours aujourd'hui de reconnaissance, mais la justice fait que la jurisprudence n'est pas encore suffisamment établie. On en est au premier degré de juridiction, voire on n'y est pas encore. Donc c'est compliqué de répondre à votre question maintenant. Je pense que le sujet, il est autre. Le sujet, il est que cette responsabilité, on la voit tous comme nouvelle parce que c'est le domicile du salarié. Mais en réalité, il faut arrêter de penser domicile du salarié et se mettre face à une situation qui est classique, c'est le lieu de travail. Et à partir du moment où on enlève cette notion de domicile du salarié et qu'on se met sur le lieu de travail, on a le recul et les connaissances nécessaires pour connaître les réactions des juges sur l'obligation de sécurité de moyens renforcés de l'employeur. Eh oui. Merci beaucoup, Héloïse, cher maître, pour cet éclairage et cet échange. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Il y a plein de questions sur le chat. Alors, nous, on va poursuivre. Voilà, on surveillera aussi les débats sur ce sujet qui n'a pas fini de faire parler et couler beaucoup d'encre. Merci encore, Héloïse. Alors, même si vous disparaissez de l'écran, vous nous faites le plaisir de rester néanmoins connectés avec nous. Donc, n'hésitez pas, vous qui nous suivez, à poursuivre la discussion avec Maître Héloïse Hérault et à poser toutes vos questions. Il y en a déjà, j'en ai vu sur le chat et je sais que Héloïse va sûrement vous répondre. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai fait un raccourci. À bientôt, Héloïse. Voilà, il est l'heure maintenant d'accueillir les invités de notre table ronde. Merci à Philippe Pelzer, Marjorie Dumont-Crisolago, Christophe Nguyen et Karine Durand de bien vouloir me rejoindre sur scène. On va les voir apparaître les uns après les autres. Vous voyez, c'est vraiment digne d'une réalisation des meilleures productions hollywoodiennes. Je crois qu'on peut vraiment le dire et s'applaudir. Donc, merci à vous tous de votre présence. Bonsoir, mesdames, messieurs, un plateau très paritaire ce soir, c'est parfait. J'accueille tout d'abord Philippe Pelzer. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Lionel. Alors, tu es le directeur des services généraux d'Amétif, Santé au Travail, qui est un organisme qui a un rôle de prévention du service interentreprise de santé au travail et votre siège est situé à Cergy-Pontoise. Je suis également ravi d'accueillir Marjorie Dumont-Crisolago. Marjorie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, tu es présidente fondatrice du cabinet Préventech Consulting, qui est un cabinet spécialisé en amélioration des conditions de travail, membre associé de l'Artec depuis de nombreuses années et tu es également coach. J'accueille également Christophe Nguyen. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bienvenue. Alors Christophe, vous êtes psychologue du travail, président associé du cabinet Empreinte Humaine, spécialisé dans l'amélioration de la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. Et enfin, je suis ravi d'accueillir Karine Durand. Bonsoir Karine. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes médecin du travail, Karine, coordinateur au sein d'Horizon Santé Travail, un service de santé au travail qui couvre, on va dire, l'ouest parisien et puis les Yvelines, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Et puis j'ai vu que vous proposiez un très riche programme d'ateliers, d'ailleurs, sous format webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site web d'Horizon Santé Travail. Voilà. Merci à tous encore de votre présence. Alors, pour démarrer, je voulais qu'on fasse un peu le constat ensemble d'où en sont les salariés français aujourd'hui au niveau de leur santé physique et psychologique. Les enquêtes qui se succèdent en ce moment ne sont pas très positives, montrent une détérioration du moral des troupes. Vous voyez par exemple ici à l'écran 2 chiffres. 49% des salariés déclarent être en détresse psychologique
tandis que pour plus d'un Français sur 4, vous voyez en dessous, 27%, le confinement a eu un impact négatif sur la santé physique. Alors, je vous propose d'ailleurs de répondre vous-même aussi à quelques questions via notre module de sondage. On va vous soumettre des questions. Est-ce que vous avez ressenti une détérioration de la santé physique et psychologique parmi vos collègues ces derniers mois? Si oui, quels en ont été les symptômes? Allez-y, vous pouvez participer à ces sondages en live. Christophe Nguyen, vous avez mené avec OpinionWay toute une série d'enquêtes depuis plusieurs mois sur l'impact de la crise sanitaire sur la santé psychologique des salariés. Que vous ont dit les salariés français? Que nous disent vos derniers indicateurs? Oui, alors en mars, lors du premier confinement, en fait, on a lancé un premier baromètre pour mesurer l'impact de ces mesures sanitaires sur l'état psychologique des salariés français. À un moment, on ne parlait que des gestes barrières, on pensait peut-être qu'avec un confinement, les beaux jours allaient revenir. Et au final, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, on a vu que les niveaux de détresse psychologique n'ont cessé d'augmenter finalement en 2020. On a réalisé 5 baromètres donc avec OpinionWay et on a mesuré ce qu'on appelle la détresse psychologique, un indicateur de santé mentale utilisé dans plein de pays et qui permet d'avoir des niveaux de référence et qui nous permet de dire par exemple qu'en France, on a 2 fois plus de détresse psychologique élevée qu'au Québec, par exemple, où on a des bureaux, et ce qui montre que finalement, effectivement, cette crise anxiogène a forcément un impact négatif sur la santé psychologique, mais que les mesures de prévention ont un rôle d'amortisseur, et qu'elles soient ces mesures d'un point de vue, j'ai envie de dire, de santé publique, au niveau aussi à l'échelle de l'entreprise, au niveau du management, et aussi au niveau à l'échelle de l'individu, ce qu'on appelle, nous, la culture de la sécurité psychologique. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que, par exemple, si on parle du télétravail et du retour des locaux, c'est qu'il y a eu un enthousiasme très fort autour du télétravail, y compris à 100%, ce qu'on appelle le full remote en tant que tel. Et beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ont lâché leurs locaux, pensant que finalement, ça allait être libérateur, d'une certaine façon. Et on voit qu'avec le temps, le 100% télétravail en particulier, mais aussi les autres modalités de télétravail, ont pesé sur la santé mentale, avec des impacts négatifs sur le sentiment d'appartenance à l'entreprise, assez frappant, sur la crise de sens que ça peut avoir, avec une déconnexion de plus en plus importante vis-à-vis de la réalité, et tout un tas d'indicateurs qu'on pourra échanger, mais aussi, ce que j'ai envie de dire, sur 3 populations prioritaires. 1, les femmes, c'est-à-dire avec des inégalités particulièrement exacerbées. Elles sont plus nombreuses à avoir fait des sacrifices vis-à-vis de leur travail. Elles sont plus nombreuses à avoir perdu leur emploi. Elles sont plus nombreuses aussi à avoir plus de difficultés à s'isoler, et avec la charge des enfants, bien entendu, en tant que tel. Les managers, pour qui cette crise est particulièrement confrontante, parce que, en particulier, il y a des variables culturelles. On parle souvent du retard français vis-à-vis de la mise en place du télétravail. Et les 3/4 des salariés estiment que le management français est trop conservateur. Donc, il y a un vrai enjeu de remise en question des pratiques qui peuvent dériver vers du surcontrôle, vers des problématiques, on va dire aussi de confiance. Et ça, c'est essentiel en matière de télétravail. Et ça pèse sur la santé mentale à long terme, y compris pour les managers, pour qui c'est très confrontant. Ils disent, les 3/4, que c'est plus difficile de manager à distance qu'en présentiel. Et puis, il y a une 3e population, j'ai envie de dire, c'est celle des jeunes. On parle beaucoup finalement des étudiants, parce qu'ils sont isolés, la précarité, les difficultés aussi d'isolement. Et c'est vrai aussi pour les jeunes dans l'entreprise, qui pour beaucoup n'ont connu l'entreprise que par un écran. Donc ça pose aussi un vrai sujet en termes d'intégration, en termes aussi d'apprendre son métier. Et comment voulez-vous que ces populations savent bien télétravailler si elles ne savent pas encore bien travailler dans l'entreprise. Donc on a des vrais enjeux en tant que tels, et j'aurai plaisir d'échanger tout au long sur d'autres indicateurs. Merci Christophe. Marjorie, est-ce que tu fais ce même constat parmi tes clients? On te demande d'intervenir sur quel type de sujet en ce moment, par exemple? Alors, je fais le même constat parce que malheureusement, en France, on avait quand même 10 à 15 ans de retard par rapport à la façon de travailler et au télétravail. On avait l'habitude de travailler dans nos locaux et pas forcément ailleurs.
à part certains secteurs d'activité. Donc forcément, les moyens de communication, l'organisation du travail, les protocoles donc liés au télétravail, et puis les consignes de sécurité, tout ce qui est sécurisation des données, etc. On était extrêmement en retard. Donc la première période de mars jusqu'à l'été dernier, jusqu'à juillet, a été très très compliquée. Et donc on a eu des collaborateurs et des managers et des directions qui étaient complètement désemparés. Donc, comme le dit Christophe, effectivement, la première période, en plus, les enfants n'étaient pas à l'école. Donc, nous, les femmes, on a été victimes beaucoup plus impactées. Mais par rapport, effectivement, à nos clients, dans un premier temps, c'était les protocoles sanitaires, c'était toutes les mesures, comment mettre à jour son document unique avec le risque donc lié à la Covid, mise à jour du document unique. Donc, c'était très sécurité dans un premier temps. Et assez peu ergonomie et risques psychosociaux. Et à partir de septembre, on a eu beaucoup de demandes sur justement tout ce qui était ergonomie des postes de travail, analyse des pratiques professionnelles, du soutien psychologique, beaucoup dans les établissements de santé, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, dans le tertiaire. Et puis, depuis le mois de janvier, on a une forte demande d'audit RPS parce que malheureusement, il faudrait constater qu'il y a énormément de salariés en souffrance et donc, du coup, toutes les entreprises sont en train de s'agiter pour mettre en place des audits RPS, pour voir quel est le niveau de stress de leurs collaborateurs et de pouvoir mettre en place des mesures en urgence. Et donc, tous les audits qui nous sont demandés étaient tous pour hier, donc c'était un peu compliqué. De mettre en place tous ces diagnostics pour pouvoir mettre en place des plans d'action et pouvoir accompagner au plus vite les collaborateurs et les managers dans les mesures à mettre en place. Ah oui. On voit dans les sondages, là, dans le sondage, qu'effectivement, ce qui ressort en premier, c'est toute une partie RPS, démotivation et perte de sens devant l'isolement et la fatigue, et dépression et burn-out, beaucoup plus que finalement les aspects physiques avec les TMS, etc. Philippe, un mot sur la situation dans ton organisme. Alors toi, tu as un public très particulier, puisque vous êtes vous-même un organisme de prévention santé, mais qu'est-ce que te disent tes collègues? Est-ce que vous parlez de ce moral qui flanche parmi les salariés? Oui, de toute façon, oui, ce moral, on en parle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu partagé. On a autant une population, on va dire, de métiers pluris qui, eux, sont en distance, en fait, vont chez les adhérents et après, du coup, doivent faire du télétravail parce que c'est la population qui peut faire du télétravail, mais certains ne sont pas d'accord, veulent rester au bureau. Et après, on a une autre population qui, elle, est médicale, donc secrétaire, médecin, infirmière, qui, elles, eux, sont obligés de venir en centre et travailler, et eux, des fois, souhaiteraient avoir du télétravail. Donc, c'est vrai que c'est un peu partagé, et c'est vrai que c'est un peu un mix où tout le monde veut, il y en a qui sont d'accord pour aller chez eux au télétravail, mais pas tout le temps. Donc, on est sur 1 ou 2 jours par semaine. Ça, c'est une consigne de la direction. Et puis, d'autres qui souhaitent venir tous les jours sur le site, comme nous, voilà, à notre siège où la plupart des services support, on arrive à alterner un peu 1 jour sur 2 de vider les bureaux, mais sinon, on est pour la plupart encore au télétravail. Donc, c'est vrai que c'est un peu mitigé. Karine Durand, il semble que la période particulière que nous vivons, qui n'est pas, il faut le rappeler, peut-être Karine, une situation normale de télétravail avec ces confinements, couvre-feu et restrictions, donc pèse sur le moral et sur la santé physique. Quels troubles particuliers peuvent apparaître et quelles en sont les causes Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends très bien. Voilà. Quels troubles peuvent apparaître et quelles en sont les causes? Je ne sais pas si vous avez déjà un peu des informations à nous donner. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Lionel. Effectivement, vous avez employé le travail confiné à domicile. C'est-à-dire que le télétravail, il nous a été imposé il y a 1 an. D'abord, effectivement, on a un certain retard par rapport aux autres pays européens sur le télétravail de base, lorsque c'est un télétravail, on va dire, organisé, proposé. Et là, on s'est retrouvé dans un contexte totalement inédit, avec du jour au lendemain un travail confiné à domicile qui est devenu effectivement un mode de vie professionnel pour lequel chacun a dû s'adapter plus ou moins. Et puis, petit à petit, lors de la période du déconfinement, on s'est retrouvé avec 4 profils différents. Les personnes en télétravail à 100%, parce que le secteur d'activité s'y prête, parce que ce sont les recommandations gouvernementales pour limiter la circulation du virus. Et puis, les personnes qui sont en télétravail ponctuel, et ça rejoint ce que vient de dire mon collègue,
où il y a une coexistence aujourd'hui des télétravailleurs et des travailleurs en entreprise. Et ça, c'est important, on y reviendra, je pense, à essayer d'avoir un sentiment d'équité entre cette population professionnelle, parce que ceux qui sont en télétravail jalousent peut-être ceux qui sont sur site, et puis ceux qui sont sur site aimeraient bien ne pas avoir le trajet parfois. Donc cette coexistence, elle va être sûrement marquée de plus en plus au fil du temps. Les personnes en activité partielle, aujourd'hui, il y a des secteurs économiques, évidemment, qui sont dans cette situation-là. Et puis, les personnes, les salariés en arrêt maladie. Donc, quels sont les signes que je retrouve à travers ces 4 populations, si vous voulez, que l'on suit en service de santé au travail? C'est tout d'abord une anxiété majeure qui était extrêmement importante. Elle a été à peu près de 26% au début du confinement de mars 2020. Elle a diminué avec le déconfinement durant l'été. Et puis, aujourd'hui, elle est à peu près, d'après l'enquête Covid-Prev qui est de Santé publique France, à 22%. Oui. Et cette anxiété, elle vient de plusieurs raisons. La peur de la maladie, évidemment, la peur de l'avenir, la peur de savoir comment on va reprendre le travail. Et c'est pour ça que ce webinaire a une thématique fort intéressante, parce que c'est une véritable question de l'ensemble des salariés aujourd'hui. Alors, le quand, c'est une autre question, mais déjà les modalités de cette reprise du travail et puis les personnes qui sont vulnérables, qui sont en arrêt maladie aujourd'hui, elles aussi se posent cette question de savoir quand est-ce qu'elles vont reprendre. Donc, l'anxiété, pour moi, est le signe majeur réellement de la population aujourd'hui. Et qui dit anxiété peut dire syndrome dépressif. C'est parfois l'évolution, effectivement. Les troubles du sommeil sont particulièrement fréquents aujourd'hui. On dit que 65% des Français présentent des troubles du sommeil actuellement, qui travaillent en entreprise ou pas. L'anxiété, la sphère professionnelle et personnelle qui s'est combinée, il n'y a plus d'imperméabilité entre ces deux sphères, font que ça entraîne une angoisse et des troubles du sommeil. Et puis, on pourrait parler des addictions, des consommations de médicaments psychotropes, et puis la surcharge de travail liée au télétravail, ce sentiment de besoin de reconnaissance à distance, c'est très compliqué pour les salariés. Karine, est-ce que vous pensez que le phénomène du coup est passager, c'est-à-dire que les choses reviendront à la normale justement après la crise passée? Et juste une petite recommandation, avec le micro qui se balade, je sais pas, quand vous bougez les mains, du coup, voilà, il faut déconnecter le micro et les mains. Je bouge plus, je vais être figée. Non, c'est bien de bouger les mains, mais il faut juste pas trop bouger le micro. Oui, donc est-ce que voilà, on peut penser que après le retour au travail, il y a quand même des syndromes qui vont être passagers, on va dire. Alors oui, mais déjà, à l'heure actuelle, en tout cas, ils sont bien là. Donc, à un certain degré, évidemment, ils vont peut-être se résorber petit à petit suivant le degré de chaque personne. Après, il y a évidemment les profils des différentes personnes qu'a évoqué M. Nguyen, la situation familiale aussi, qui fait que ça joue, bien sûr, lorsqu'on vit seul, lorsqu'on a des enfants qui sont un peu en déperdition aujourd'hui au niveau des études, on a cette anxiété qui sera là parce que l'avenir des enfants, ça ne sera pas évident. Et puis, il y a ces personnes aussi qui ont été malades et qui peuvent présenter ce qu'on appelle aujourd'hui la Covid longue, ou le Covid long, ça dépend quel déterminant on peut mettre, qui sont des symptômes dont un des majeurs, c'est la fatigue. Alors, quantifier une fatigue, c'est quand même très compliqué. Et quand est-ce que ces symptômes s'atténuent? On a du mal à le savoir. On s'aperçoit qu'il y a 10% des personnes qui ont eu le Covid et qui présentent des symptômes de ce type 3 mois après, voire plus. Donc, ces symptômes qui sont la fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des troubles cardiovasculaires, des troubles respiratoires, ça, au point de vue organique, je passe un peu en détail, mais fatigue et troubles de la concentration, ça va avoir un impact sur le travail. Donc, ces signes-là, pas dit qu'ils seront effectivement complètement résorbés quand la vie reprendra son cours. Christophe, est-ce que vous avez constaté une baisse du coup de l'appétence pour le télétravail au fur et à mesure que la période durait, ou est-ce que les Français finalement font la différence entre ce que nous expliquait très bien Karine, une situation de télétravail en confinement et puis le télétravail normal?
Oui, alors j'entends beaucoup effectivement cette idée selon laquelle on est sur un télétravail dégradé et parce que du fait des restrictions, des libertés qu'on peut avoir et des distractions week-end et soir, ça fait que finalement le télétravail est mal vécu. Moi, ce que je peux dire au niveau des statistiques, hein, c'est qu'il y a plus de détresse psychologique chez les télétravailleurs que chez ceux qui sont dans les locaux ou ceux qui sont au chômage partiel. Donc ça, c'est finalement, ils sont aussi soumis au couvre-feu, aux mêmes restrictions en tant que telles. Donc on voit que ça a évolué aussi avec le temps, c'est-à-dire que les premières populations dans l'entreprise exposées aux risques psychosociaux, ce sont les travailleurs et c'est le facteur temps qui a pesé. Et par rapport à ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'engouement, notamment sur 100% télétravail, est passé de 90% à même pas 10% aujourd'hui. Les gens qui disent « je veux continuer à 100% en télétravail », alors que l'engouement pour le télétravail dit hybride reste toujours très élevé à 80%. Les gens veulent continuer à télétravailler. Ce qu'on voit aussi, ça rejoint, est-ce que les gens vont rester marqués ou pas par cet événement? Toutes les études le montrent, hein, qui étudient l'impact sur la santé mentale, parce qu'elle est chrysogène, hein, cette pandémie. Et elle crée véritablement ce qu'on appelle de la résilience, hein, qu'on a pu mesurer avec, on va dire, un questionnaire qui s'appelle la mesure de la croissance post-traumatique, c'est-à-dire les changements psychologiques positifs qui sont à l'œuvre et qui permettent de rebondir et de faire face psychologiquement à un événement potentiellement traumatique. La question, c'était de savoir si une pandémie longue, où finalement le taux de mortalité n'était pas aussi important que d'autres crises en tant que telles, générait ces changements psychologiques, et on le voit à l'œuvre, hein, plus de 60% des salariés français mutent. On parle de mutation du virus, mais on peut parler aussi de mutation psychologique avec de nouvelles attentes en matière de travail. Et on le voit que le télétravail a aussi amené quelque chose de positif autour de hiérarchisation des valeurs de la vie, c'est-à-dire pourquoi je vis finalement, apprécier mieux la valeur de la vie. Ses priorités aussi en matière de temps passé avec ses proches, de simplicité. On l'a vu dans certains sondages, je veux mieux vivre, je veux vivre plus sainement, je veux aussi la crise de sens, des nouvelles attentes, hein, je veux appartenir à une entreprise plus socialement, écologiquement, humainement responsable. Et ça crée aussi cette tension parce que beaucoup de salariés, de plus en plus, s'aperçoivent de ce qu'ils veulent de leur travail, ce qu'ils ne veulent plus faire. Et il est fort à parier plus tard qu'ils ne voudront plus travailler dans des environnements. Et on le voit dans les freins au retour au travail, hein, c'est-à-dire revenir dans les locaux, pardon. Certains qui disent oui, je ne veux pas revenir parce que je n'ai pas envie de retrouver les conflits, les irritants d'antan. Donc on voit bien que ça hiérarchise les choses et qu'autour de l'engouement du télétravail, les gens font la part des choses. Ils savent très bien qu'ils veulent pouvoir continuer à télétravailler, surtout que c'est un accès à quelque chose qui était plutôt interdit avant. Mais on voit aussi que certains ça pèse sur la santé mentale en termes d'isolement. En termes, les 3/4 des salariés des télétravailleurs disent que revenir dans les locaux est essentiel pour le collectif de travail. Et le collectif de travail, c'est ce qui est bon pour la santé mentale. On voit qu'il s'est délité, on en parlait déjà il y a un an, mais que derrière ça, il y a des nouvelles attentes sur ce qu'on va faire dans les bureaux. Ça rejoint un petit peu cette thématique qu'on va faire. Il y a eu déjà 3 retours dans les bureaux. Il y a eu mai, le premier des confinements. Il y a eu après l'été, les beaux jours, on va dire. Et il y a eu après décembre, le deuxième confinement. Et là, il va y avoir un 4e retour. Et là, ça va être différent parce que les gens auront vécu effectivement un temps, cette pandémie qui va finalement peser de plus en plus sur la santé mentale, même s'il y a des espoirs en tant que tels, mais surtout, pour pouvoir rebondir psychologiquement, ils vont avoir de nouvelles attentes et ça va révolutionner ce qu'on va faire au travail finalement. Parce que quand on dit on manque d'informel, c'est pas juste la machine à café, si vous voulez. On voit bien que derrière, c'est aussi apprendre le métier, c'est la culture de l'entreprise, c'est pouvoir aussi partager et avoir du sens. Parce que les gens disent je suis toute la journée, et on le voit de plus en plus derrière mon écran, c'est quand même les 2/3 des télétravailleurs, et mon management qui ne se soucie pas des interactions sociales, de l'humain, on va dire, j'ai l'impression d'être une machine à produire, et toute la journée, je fais toujours la même chose, des réunions Zoom, dès le matin, je débranche le soir, et j'ai fermé mon ordi, mais j'y pense toujours, et au final, je n'ai pas de retour, je ne me sens pas reconnu, et donc il y a un vrai enjeu, je pense, de crise de sens vis-à-vis de ça, et on est au début, je pense, de beaucoup de mouvements du marché du travail lors du retour de la fin de la pandémie, quoi. Et justement, sur ce sujet des attentes,
Est-ce que, Marjorie, par exemple, tu penses qu'il y aura un effet avant-après et que les salariés français vont demander, dans la poursuite finalement de ce que vient de nous expliquer Christophe, vont demander plus de prise en compte de ces aspects santé par leurs employeurs, justement? Alors, pour rebondir sur ce que dit Christophe, effectivement, il y a plusieurs choses par rapport à la perte de sens, par rapport à une recentration aussi sur les attentes qu'on peut avoir les uns les autres. On a pu constater depuis un an qu'on a à peu près 20% des collaborateurs qui ont démissionné et qui ont décidé de faire des projets personnels qu'ils avaient envie de faire depuis très longtemps, un retour aux sources, avec des envies de changer, de plus être directeur marketing, mais de créer des bijoux, de pouvoir, voilà. Donc, même par rapport à des études parfois qui sont longues, on décide de complètement changer de vie. Et puis, pour rebondir aussi avec ça, il y a eu 22% de déménagements, des gens qui ont décidé de quitter les grandes villes, de l'exode des grandes villes, de partir à la campagne, d'avoir des terrasses, des jardins par rapport à la situation sanitaire, mais aussi respirer, prendre de l'air, vivre autrement et s'occuper de l'hygiène de vie. Et donc, ça aussi, ça fait partie du package. C'est qu'il y a effectivement le stress d'avoir perdu des proches, parce qu'on a tous malheureusement perdu des proches pendant cette période. Donc, c'est un stress énorme. Et dès qu'on sort, que ce soit dans les transports en commun pour faire ses courses ou autres, on est tous stressés d'attraper effectivement cette maladie. Mais il y a aussi le fait d'être isolé. Et donc, par rapport à ça, sur le retour au travail, ça va être compliqué déjà de se réhabituer parce qu'on a mis longtemps à s'habituer à ce télétravail, comme le disait le médecin, effectivement forcé. Donc, mais maintenant, on a des repères, on s'est organisé entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et puis, nos employeurs ou nos collègues ou nous-mêmes, on a trouvé des séances de yoga, des séances de sophrologie, des activités sportives. Notre employeur, alors pas pour nous, parce que moi je suis chef d'entreprise, mais j'ai mis à disposition par exemple de mes collaborateurs ou conseillers à mes clients de mettre à disposition du matériel ergonomique, de pouvoir mettre en place des sweat balls, de pouvoir mettre des pédaliers, de pouvoir faire de l'activité physique, de pouvoir faire des pauses actives pour pouvoir toutes les demi-heures ou toutes les heures faire une petite pause de 2 ou 5 minutes. On a conseillé que nos nutritionnistes, nos clients, pour pouvoir mieux s'alimenter. Nous, on a une population de consultants qui font le tour de France. Ils passent leur vie dans des hôtels à droite ou à gauche. Ils passent très peu de temps chez eux. Ils doivent passer 2 ou 3 soirées chez eux par semaine. Eh bien, ils ont pu équilibrer leur repas avec des bons conseils et faire leurs courses de façon correcte et manger correctement, avoir un meilleur sommeil aussi par rapport à ça, parce qu'il y a un meilleur équilibre de vie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, c'est tout cet équilibre qui est en stand-by en se disant en septembre, ou peut-être janvier si AstraZeneca, malheureusement, ce soir, n'est pas mis sur le marché, mais se dire, voilà, je vais être obligé de retrouver une nouvelle organisation, je vais être obligé de me recréer des nouveaux repères. On dit qu'il faut 21 jours pour s'habituer à une nouvelle organisation. Eh bien, ce phénomène, ce syndrome de la cabane, l'escargot dans sa cabane qui s'isole chez lui, il va être obligé de sortir et donc de pouvoir retrouver des nouveaux repères. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Est-ce que mon employeur avait 3 tours à la Défense et n'en a plus qu'une? Est-ce que mon bureau que j'avais va disparaître parce qu'aujourd'hui, je vais avoir une transformation du paysage dans mon entreprise parce qu'on a redéfini les choses avec des protocoles effectivement sur le télétravail qui n'existaient pas avant la pandémie pour certaines entreprises avec 2 ou 3 jours chez moi ou ailleurs, coworking, hôtel ou autre. Et puis, je me retrouve au bureau pour certaines tâches que je vais faire et pas toutes les tâches, pour créer du collectif, pour faire des ateliers sport, pour faire des ateliers bien-être, pour pouvoir créer cette émulsion et ce collectif. Donc, le paysage va être complètement effectivement redéfini, et sans parler des licenciements massifs. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont licencié massivement effectivement des collaborateurs. Donc, c'est quoi mon avenir? Est-ce que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais être encore dans l'entreprise? Est-ce que je peux encore faire des projets ou pas pour inscrire mes enfants dans des écoles, déménager ou quoi que ce soit? Donc, c'est tout notre équilibre en fait qui est complètement Justement, Marjorie, je rebondis parce que, tenez, regardez la slide suivante pour justement continuer dans cette partie de débat. La slide suivante, normalement, vous présente, voilà.
quelques résultats issus d'enquêtes récentes. Vous voyez à gauche exactement ce que tu disais sur cet environnement professionnel chamboulé. Vous voyez qu'il y a quand même un Français sur deux qui dit aujourd'hui manquer de cadre pour le télétravail. Hein. Vous en avez parlé les uns les autres. Et puis vous voyez que d'autres difficultés sont pointées, la difficulté de déconnecter, la dégradation des relations de travail. Vous avez répondu d'ailleurs en ce sens aussi, j'ai vu dans le sondage qu'on vous a soumis. Le manque d'espace pour télétravailler aussi est pointé du doigt, vous le voyez. Et puis s'agissant des RPS, la perte de concentration, la fatigue, Karine nous en parlait, comme l'isolement, un niveau de stress en hausse sont cités fréquemment. Vous avez donc très bien expliqué pourquoi les uns, les unes et les autres. Alors, du coup, une fois ce constat fait sur l'état de santé dans lequel se trouve le corps social, j'aimerais qu'on parle un peu du retour au bureau et surtout des actions à prévoir. Vous allez voir ici apparaître des chiffres s'agissant des attentes des salariés, vous voyez, sur la prise en compte de la prévention santé. Par exemple, 86% des salariés souhaitent que la prévention santé soit intégrée durablement dans la stratégie d'entreprise. On parle bien de la stratégie d'entreprise. Et puis, vous voyez qu'il y en a plus d'un sur deux qui ont cherché à avoir un mode de vie plus sain. Alors, il y a aussi des aspects positifs dans finalement le phénomène qu'on a vécu, et certains en ont profité pour en voir, un sur deux, pour mettre en œuvre un mode de vie plus sain, et vous voyez que la très grande majorité, évidemment, veulent maintenir ces nouvelles habitudes. On va d'ailleurs vous soumettre plusieurs questions à travers la rubrique sondage, justement, sur la façon dont vous voyez ce retour au bureau, les actions que vous avez éventuellement prévues de mettre en œuvre. Alors, vous allez voir, on vous fait des propositions non exhaustives. Vous pouvez partager vos actions via le chat si vous ne les trouvez pas dans la liste, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'en profite, sachez que nous allons justement traiter ce sujet lors de la prochaine session de notre club Bien-être et Développement Durable du 13 avril. Je crois que le Save the Date part cette semaine, dans quelques jours, donc n'hésitez pas pour vous inscrire. Alors tout d'abord, la question à 100 millions d'euros. Quand d'après vous pourrait avoir lieu ce retour au bureau et comment, dans quelles conditions? On entend dire que ça se ferait par vague, par étape. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Est-ce que vous planchez d'ores et déjà sur une date, une période à laquelle pourraient revenir les salariés, et puis comment, par vague, en une seule fois, comment ça pourrait se passer? Est-ce que tu m'entends, Philippe? Allô, allô? Non, non, on l'a perdu. Alors, qui veut se lancer? Allez, l'énorme question. Karine. Alors, c'est évidemment la question auquel on s'attendait que vous posiez, mais c'est difficile d'y répondre. Le seul point primordial, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que je pense absolument que l'employeur doit préparer ce retour au travail. C'est-à-dire que c'est pas en se disant, admettons que ça soit en septembre, que fin août, on va s'imaginer que les salariés vont rentrer de vacances, s'ils ont pu partir en vacances, et revenir ravis sur le lieu du travail, sans aucune appréhension, sans aucune peur. Ça va pas être le cas. Cette préparation de retour au travail, elle doit s'anticiper. Il doit y avoir des échanges, alors avec les représentants du personnel. Tout à l'heure, Marjorie parlait du document unique, etc. Tout ça, ça doit évidemment être mis à jour et être réfléchi, parce que la réalité, c'est que on ne reprendra pas dans les conditions habituelles. Ça, pour le coup, je pense que je peux me permettre de le dire. Il ne sera pas éradiqué en septembre. Donc, probablement que toute cette prévention, vous savez, on est face à un risque biologique. Donc, la prévention primaire, les mesures barrières, la vaccination qui serait véritablement la solution. Mais eh bien, elles seront là, ces mesures barrières, cette distanciation physique, etc. Donc, espérons qu'elle sera à minuit. Mais elle sera quand même présente. Donc, il faut anticiper, il faut prévoir. Et j'aurais tendance à penser qu'au niveau du télétravail, il va pas, bien sûr, et toutes les études le montrent, et tout à l'heure, M. Nguyen en parlait également, on va pas pouvoir basculer du télétravail à 100% à du présentiel à 100%.
Ça, Oui, oui. ça serait le raisonnement à tort, parce qu'on a dû s'adapter à un mode. On va devoir se réadapter à un autre mode qui est l'ancien, mais qui en fait n'existera probablement pas dans majorité de secteurs professionnels. Donc, Oui, oui. 1 ou 2 jours de télétravail, moi, je pense que ça sera de toute manière le plus fréquent, Oui, ou oui. vice-versa en présentiel. Ouais, Philippe, est-ce que tu nous entends? Tu m'entends? Oui. Oui, j'entends. Désolé, j'ai un petit problème de connexion. Malgré que je Oui. suis avec mon téléphone, mais j'ai un petit problème. Allez, donc Voilà. on en profite vite. Est-ce que vous avez prévu voilà, une période, un scénario de retour au travail? On voit dans le sondage que majoritairement vous prévoyez septembre 2021. Vous m'entendez? Oui, Oui? Oui. Bah, nous, c'est vrai que la discussion voilà, a déjà été posée. Après, c'est vrai, comme disait docteur Karine, donc aujourd'hui, c'est difficile. On peut anticiper les choses, on peut accompagner les personnes. C'est vrai que mais aujourd'hui, la discussion est là. Mais on est aussi, voilà, on se base sur les dires aussi du gouvernement et on peut anticiper les choses. Mais à part ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, on peut aménager et faire en sorte que les espaces soient le mieux, enfin, en tout cas, on peut préparer les espaces pour ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mieux, c'est d'anticiper et de préparer les personnes. oui. On voit donc dans le sondage, hein, comment prévoyez-vous le retour au bureau? Je ne sais pas pourquoi elle vous est proposée 2 fois, celle-ci. Il y a eu un petit mix. Donc majoritairement, non, quand prévoyez-vous le retour au bureau? Pardon. Septembre 2021, hein, 65%. Maintien du télétravail, majoritairement, donc ça reboucle avec ce que Karine nous a dit, et plutôt en plusieurs vagues, hein, plutôt que en une seule fois. Vous avez identifié aussi une peur de revenir au bureau. Ça, c'est quelque chose qui a été identifié aussi, Christophe, une peur de revenir au bureau. Ça a été, Oui, c'est ressorti oui, c'est aussi ça. dans les enquêtes. Ouais, à chaque déconfinement, il y a eu cette peur-là, un salarié sur deux, donc c'est assez fort, pour différentes raisons, hein. Je pense qu'il y a ce qui est complexe, ce qu'il faudra prendre en compte, et donc je pense qu'il y a beaucoup de dialogue à mettre en place, c'est de voir effectivement s'il y a des gens qui ne sont jamais revenus au bureau, parce que généralement, les entreprises, avec la mise en place du télétravail, et grâce, on va dire, à l'assouplissement du protocole de Madame Borne, et je trouve que c'est une bonne chose de permettre à ceux qui sont en détresse psychologique de revenir un jour au bureau, en respectant les consignes sanitaires. Je pense qu'il y a un curseur à regarder quand on est chef d'entreprise, à savoir prise de risque d'un point de vue sanitaire Covid et prise de risque d'un point de vue sur la santé mentale de personnes qui ne veulent pas télétravailler pour différentes raisons. Et donc, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est qu'aussi la question de la peur, rationnelle ou pas, hein, du retour dans les locaux, doit se travailler dès maintenant. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de développer ce qu'on appelle des syndromes de stress post-traumatique ou des phobies sociales en restant chez eux. Il y en a qui ne sortent plus du tout de chez eux, vous voyez, qui sont dans des nettoyages excessifs, qui ont des TOC, qui développent vraiment des troubles sur lesquels il y a une vigilance à avoir parce que ça sera une catastrophe sanitaire d'un point de vue psychiatrique. Et que le retour au bureau peut être aussi salvatrice d'un point de vue de la santé mentale. Ça, c'est très important. Alors, effectivement, on voit, tout dépend effectivement de l'exposition, je pense, à prendre en compte. Et je pense que les médecins du travail, je faisais une intervention avec les attachés parlementaires de l'Assemblée nationale l'autre jour en expliquant que, effectivement, si vous voyez des gens qui sont en détresse psychologique, au lieu de dire que c'est imposé et qu'il faut envoyer les inspecteurs du travail pour vérifier si les personnes sont bien en télétravail, il faut aussi faire la part des choses, faire confiance aux professionnels de santé et aux chefs d'entreprise ou à ses délégataires pour, j'ai envie de dire, prendre les bonnes mesures au regard de sa connaissance, sa conscience du risque et la connaissance des conditions de télétravail des personnes, de pouvoir, si vous voulez, ajuster et prendre en compte cela avec les partenaires sociaux pour décider les bonnes. Il y a des salariés qui disent « Moi, je ne prends pas les transports en commun, je ne déjeune pas avec mes collègues, et pourquoi on m'oblige à télétravailler? Je ne veux pas télétravailler. » Donc, il y a aussi la question de la notion du collectif. Et je pense que ça, on a tous un rôle à jouer. Si on veut entretenir un collectif qui soit sain, qui a quand même été pas mal bousculé avec des tensions, des sentiments d'iniquité, il y a tout un vécu qu'il faudra prendre en compte, un historique. Ceux qui ont été en chômage partiel, ceux qui ont été en télétravail, qui étaient vus comme étant au chaud, ceux qui ont eu des primes, ceux qui n'ont pas eu des primes, ceux qui sont fait licencier, voilà, etc. Ça, c'est un vrai sujet, ça impacte globalement le sentiment du collectif dans l'entreprise. Et je pense que la question du bureau est réellement un sujet d'équité. D'équité à la fois parce que les gens, 70% des télétravailleurs ont dit qu'il y a de l'inéquité face au télétravail.
les femmes, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des endroits pour s'isoler, ceux qui peuvent, ceux qui sont à l'aise avec les outils numériques, que sais-je. Donc il y a un vrai enjeu, je pense, de corps social et de cohésion à faire revenir au bureau parce que c'est justement gage d'équité. Donc je pense que vous avez de l'avenir en tant que tel encore, hein, des directeurs d'environnement de travail. Effectivement, à le renouveler, j'ai envie de dire pas trop le gadgetiser parce que les gens ne vont pas venir au bureau pour jouer au ping-pong et faire du baby-foot. Hein. Je pense que c'est pas ça le sujet. Je pense qu'il faut voir les choses autour de l'humain, du vrai humain, pas trop numériser non plus, et surtout amener le management à jouer son rôle pour que, lors de ces temps de bureau, en mode hybride, parce que c'est sur ça globalement qu'on va aller, tisse des liens sociaux positifs et surtout réorganise le travail pour qu'il y ait de la coopération entre les personnes. Ouais. Alors, vous voyez que dans le sondage, vous avez répondu sur les actions prévues dans le cadre du retour au bureau des collaborateurs. D'abord, un outil de suivi et d'accompagnement du retour au bureau sous forme de questionnaire et d'enquête, un renforcement des services bien-être à la personne, yoga, gestion du stress, fitness, etc. Ça me surprend, je ne pensais pas voir ça forcément en deux. Un plan de communication, vous avez insisté les uns et les autres sur ce plan de communication autour du cadre du télétravail, du protocole sanitaire, des aménagements aussi de cette nouvelle façon de travailler une fois qu'on reviendra au bureau. Vous avez cité ensuite moins les audits RPS, aucune action spécifique, l'analyse des pratiques professionnelles, le soutien psychologique, groupe de parole, les équipements ergonomiques, pas forcément énormément prévus. Marjorie, tu me disais qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils sont un peu plus avancés au Canada sur ces sujets, par exemple, de groupe de parole, de soutien psychologique. Nous, c'est pas notre culture. Alors, oui, effectivement, ils ont 10 à 15 ans d'avance sur nous, même les pays nordiques, l'Angleterre, l'Australie, donc il y a un certain nombre de pays du continent qui sont un peu plus avancés. C'est pas tellement ancré en France, ça commence à se mettre en place, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on incite fortement nos clients à créer des groupes de parole en interne ou avec des experts donc pour pouvoir échanger. Et c'est vrai que pour libérer la surcharge émotionnelle qu'on a, de pouvoir parler à un psychologue ou à des collègues ou entre pairs. Le théâtre forum, l'analyse des pratiques professionnelles, on l'a vu nous tous ces derniers mois, font beaucoup de bien entre managers, entre collaborateurs, etc. On a quand même 60%, comme je le disais dans le baromètre Malakoff-Médéric, 60% des personnes qui sont quand même stressées de revenir au bureau. On a 34% des collaborateurs qui sont stressés aussi de reprendre les transports en commun. Et toujours dans le baromètre Malakoff-Médéric, il y a 11% des collaborateurs qui disent se mettre en arrêt de travail si demain il y a un retour au bureau. Donc, c'est quand même assez important. Donc, ce qui est important par rapport à ce que tu disais et ce que disait Karine tout à l'heure, c'est effectivement, il y a des solutions dans certaines entreprises qui ont été mises en place, il y a des choses, des packages. Il ne faut surtout pas se dire, tiens, on rentre au bureau, ils n'ont plus besoin d'être accompagnés. Au contraire, il faut renforcer la communication, communiquer, soutenir les managers et leur donner les bons outils pour accompagner leurs collaborateurs et leurs équipes. Et puis, continuer à mettre en place des choses sur site pour accompagner pendant des semaines et des mois les collaborateurs avec du soutien psychologique, avec de l'analyse des pratiques professionnelles, avec des ateliers bien-être pour recréer du collectif, pour que les gens apprécient et soient heureux de se retrouver au travail. Et puis, soient effectivement capables de quitter cette organisation qu'ils avaient mis en place. Je pense que plus on aura de visibilité sur le cadre et plus on sera rassuré. Ça peut être des plannings pour les horaires de travail. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, les nouveaux environnements de travail qu'on va trouver. La communication, pour moi, c'est vraiment le maître mot. C'est ce qu'on voit de toute façon dans tous les audits RPS. En règle générale, la communication, c'est ce qu'on a en gros sur tous les audits. Mais là, plus que jamais, il faut communiquer, informer et former. Et malheureusement, il y a eu assez peu de formation aussi pendant cette période. Il faut démarrer maintenant, Karine, c'est ça ? On peut démarrer d'ores et déjà. Ce que disait Christophe, c'est difficile de prévoir et il ne faudrait pas donner l'impression ou de faux espoirs en disant à un ensemble de collaborateurs, écoutez, voilà, en septembre, on reprend. Et puis, ce n'est pas le cas, mais ça s'anticipe, ça s'échange en fait. Les échanges aujourd'hui sont à distance.
le sentiment de reconnaissance est plus difficile. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de l'enjeu social et du médical. Et c'est vrai que les personnes en télétravail, elles ont donné une surcharge de travail parce qu'elles avaient besoin de prouver à leur manager, mais même à leurs collègues, qu'elles étaient là. Alors, il y avait parfois des fusions de mails. On envoyait des mails à tout va pour presque montrer qu'on était là, entre guillemets, à distance. Donc ça va peut-être être levé, ce sentiment de se justifier comme cela. Mais cette reprise du travail, il y aura quand même donc ces petites séquelles qui resteront, ces cicatrices, si je peux dire, qu'il faudra soulager grâce à la communication et aux échanges. Ouais. Oui, il va pas falloir passer d'un trait comme ça dessus. Je vois aussi que dans les résultats du sondage, vous parlez aussi de nouveaux espaces de convivialité. Christophe parlait de ce retour au bureau et de pouvoir pas seulement mettre des espaces ou des équipements gadgets. C'est vrai qu'il faudra bien repenser à ces nouveaux espaces de cohésion, de convivialité et d'échange. C'est intéressant que vous le citiez. J'aurais bien aimé entendre Philippe, mais malheureusement, je crois que sa connexion est assez aléatoire. Allez, merci beaucoup en tout cas à tous les quatre. On avait encore des choses à dire, mais merci d'avoir partagé vos expériences, vos expertises sur cet enjeu vraiment majeur des semaines à venir. Vous allez nous quitter et sortir de notre scène virtuelle, mais vous restez connectés. Merci. Et comme Héloïse précédemment, vous qui nous regardez, vous pouvez continuer à échanger avec Christophe, Marjorie et Karine. Posez vos questions via le chat. Allez-y, n'hésitez pas. Merci encore à tous les quatre. Merci Philippe, Marjorie et merci Christophe et Karine. À très bientôt. Allez, il est l'heure de retrouver Mario Fernandez, notre chargé d'études et prospectives de l'ARTEC, qui va partager avec nous quelques ouvrages pour aller plus loin sur ce sujet. Vous allez voir, ce sont des ouvrages à vraiment avoir dans sa bibliothèque. C'est la rubrique Mario va plus loin. C'est parti. Bonsoir Mario, tu as eu un magnifique générique, tu as vu? Non, on t'entend pas Mario parce qu'il faut activer ton micro. On est très content de te retrouver Mario. Tu as donc repéré plusieurs documents utiles dans le cadre de la réflexion sur le télétravail, sur ses risques, sur les pistes de prévention. Allez, vas-y, fais-nous rêver. À toi la parole. Bonsoir Lionel et merci. Comme tu le sais bien, beaucoup d'encre a coulé sur la santé des salariés, donc je ne vais pas forcément présenter tous les documents qui existent sur ce sujet, mais en revanche, je vais présenter 3 livrables qui sont gratuits, qui permettra à ceux qui sont parmi nous d'agir rapidement sur la santé des collaborateurs. Donc, passons directement au premier, qui s'appelle « Le télétravail, quels risques et quelles pistes de prévention ?» C'est une brochure de l'INRS qui est très pratique car elle liste de manière assez introductive tous les points de vigilance du télétravail ainsi qu'une synthèse des pistes à explorer en matière de prévention. Donc, si vous voulez un livrable qui est gratuit et introductif, ce document est fait pour vous. En revanche, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez toujours consulter le livre blanc d'édition législative qui s'appelle « Mise en place du télétravail, prévenir les risques en santé au télétravail ». Et l'avantage principal de ce document, c'est de présenter la réglementation qui est en vigueur et de proposer des bonnes pratiques pour réduire les risques de, par exemple, la sédentarité, la fatigue visuelle, les risques psychosociaux et dans d'autres problématiques aussi. Ce qui est bien aussi, c'est que ce livre blanc a d'autres éléments qui sont très utiles, qui n'ont pas forcément à voir avec la santé, mais qui restent utiles. Par exemple, il contient des modèles concernant les accords, des chartes et des professionnels liés au télétravail. Et last but not least, en termes de documentation, je vous invite à consulter le guide du télétravail pour les franciliens de la région Île-de-France, qui est très bien. Il est gratuit comme tous les autres documents. Par contre, ce qui le rend particulièrement utile, c'est sa manière de présenter les leviers pour éviter l'isolement des collaborateurs, pour prévenir les risques musculo-squelettiques et pour mettre en place un management qui soit adapté au télétravail. Super. Merci beaucoup, Mario. Alors, effectivement, ce sont des ouvrages très intéressants à avoir dans notre bibliothèque. Merci de les avoir rassemblés pour nous. Alors, je rappelle, mais tu l'as déjà dit, que ces documents sont en accès gratuit, que les liens vers les documents sont inclus dans les images des ouvrages sur les slides de la présentation. Présentation que vous pourrez récupérer dans la rubrique « Revivez nos événements » du site web de l'ARTEG. C'est bien cela, Mario ?
Oui, voilà, c'est exactement ça. Vous pouvez trouver tous ces éléments sur www.arsec.asso.fr dans la partie activités, puis revivez vos événements. Super. Et alors pour ceux d'entre vous qui êtes adhérents du réseau Horizon Santé Travail, vous pourrez vous adresser à Aurélien Matt qui pourra vous la transmettre. Hein. La présentation sera transmise au sein du réseau également. Merci beaucoup Mario. Je te laisse redescendre de notre scène virtuelle et je te souhaite une excellente soirée. Salut. Merci Yann. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, dernière rubrique de notre webinaire SEG, le MAG. Vous en avez pris l'habitude, c'est la rubrique repérez pour vous. J'ai sélectionné quelques tendances dans les médias et je vous propose de les partager rapidement ensemble tout de suite. C'est parti, jingle. Voilà, et on démarre avec l'inspiration que fait naître la possibilité de travailler depuis n'importe quel lieu. Et comme souvent, les Japonais sont en pointe. Regardez, d'abord, ce magnifique Kokodesk. C'est une cabine professionnelle installée dans le métro à Tokyo et qui dispose de tout le confort nécessaire pour se sentir comme au bureau. Moquette au sol, table de travail, siège de bureau, écran LCD, prise de courant, connexion Wi-Fi et, il vaut mieux d'ailleurs, système de climatisation. Hein. Les box sont insonorisés, ce qui permet de se couper du reste du monde pour finir son travail ou pour lancer un appel vidéo avec un client, tout en attendant son métro. Ils sont formidables. Alors, si vous préférez le grand air plutôt que les couloirs du métro, pas de problème. Nissan a la solution. Regardez ce Caravan Office Pod Concept. C'est un van optimisé pour le télétravail avec une extension espace de travail qui se déploie grâce à son smartphone. C'est un espace qui a été développé avec Herman Miller, hein, qu'on connaît bien, et qui a comme avantage ou comme défaut, selon où on se trouve, d'être très largement ouvert. Autre tendance avec la revanche des gadgets qui envahissent là encore le domicile des télétravailleurs japonais. Capteur de mauvaise posture cervicale avec ce Neckcare par exemple, ou robot assistant pouvant gérer votre planning, vous connecter en visioconférence et vous rappeler de faire une pause régulièrement. Pour Samsung, les grands noms des biens de consommation n'ont pas fini de nous surprendre. Autre revanche également, celle du QR code. Figurez-vous que cette technologie a été inventée en 1994, hein, donc près de 30 ans. C'est une technologie qui tendait à disparaître et qui revient en force grâce à sa capacité à éviter les points de contact, appels d'ascenseur, menus du restaurant. Une pléthore d'usages trouve une nouvelle habitude ou de nouvelles habitudes via le QR code. C'est une tendance à confirmer cependant une fois la crise sanitaire passée. Également, beaucoup d'articles et de reportages sur cette tendance, vous allez la voir, à recréer des univers professionnels virtuels au sein desquels les avatars prennent le pouvoir. En effet, face au manque de lien social et à l'aspect souvent rudimentaire des espaces de visioconférence, c'est le moins qu'on puisse dire, de nombreux éditeurs travaillent au développement de nouveaux outils de travail collaboratif plus réaliste et immersif. Regardez, Microsoft vient de présenter sa plateforme Mesh qui fonctionnera avec des lunettes de réalité augmentée. Epic Live, elle, vous le voyez à droite, permet de faire apparaître ses collègues en hologramme dans son salon. Alors, évidemment, c'est là que l'avatar prend tout son intérêt parce qu'apparaître en pyjama, en 3D, ça le fait moyen. Donc, vous pouvez habiller votre avatar. Il y a d'ailleurs un grand choix de vêtements possible pour vous donner un style impeccable. Enfin, dernière tendance repérée pour vous et qui fait écho aux recommandations pour lutter contre la sédentarité, celle des équipements qui vous permettent non pas de siffler, mais de marcher en travaillant aéro. Alors, on connaît bien, par exemple, je ne sais plus qui en a parlé, Marjorie, je crois, le pédalier de la société Eveya, qui a été finaliste des trophées de l'Arteg il y a quelques années de cela. On connaît également, vous le voyez ici, les tapis de marche, mais on n'avait encore jamais vu la roue de hamster façon poste de travail. Eh bien, c'est fait grâce à l'artiste Rob Gottscho et à l'ingénieur Will Donland qui ont fabriqué cet étrange prototype que vous voyez en 24 heures seulement. Un très grand merci à eux. Succès à confirmer toutefois. Et comme l'effort, après l'effort, il faut tout de même penser à son confort et à son réconfort, pourquoi ne pas tester, vous le voyez en bas à gauche, un fauteuil façon business class. Alors pour le coup, ça donne pas vraiment envie de le quitter. Attention quand même, c'est pas à la portée de tous les budgets. Voilà, la rubrique repérée pour vous, c'est terminé. Et c'est ainsi que s'achève notre 3e édition du webinaire SEG
Le MAG, l'occasion pour moi de remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous avez apprécié cette session, n'hésitez pas à recommander le replay de l'émission à votre entourage et à votre réseau. Replay accessible via la rubrique Revivez nos événements du site de l'Arseg, www.arseg.asso.fr. Voilà, je vous donne rendez-vous le 1er juin prochain pour un nouveau numéro du webinaire Arseg le MAG. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée. Bye bye. Et rendez-vous le 1er juin, n'oubliez pas. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous. Salut.